Piloter les récits pour transformer nos modes d'organisation, c'est une idée qui est chère à la Fabrique des Transitions, qui se met même à rêver de démocratie narrative pour transformer notre cadre démocratique. Bon, c'est encore un peu fumeux, mais méfiez-vous, parce que quand la Fabrique rêve, des fois, ça finit par arriver. Après l'écran de fumée. Donc, pour nous éclairer sur ce sujet et pour partager ce que les territoires, les alliés, nos partenaires font, j'appelle dans l'ordre alphabétique Valérie Martin de l'ADEME, Julie Purdu de Lyon, de la ville de Lyon, et Benoît Thévard d'Artefact, allié de la Fabrique. Merci, installez-vous. Bon, et du coup, on s'assied tous. Pour commencer, je vais interpeller Emmanuel Bertin. Donc, il est en copilotage expert de la table ronde. Emmanuel est directeur du CERD, Centre de ressources et du développement durable, qui intervient essentiellement au service des acteurs des Hauts-de-France, mais pas que, en particulier sur ces aspects de mise en récit. Et donc la mise en récit a une place centrale dans la Fabrique des Transitions, et en particulier les premiers travaux ont, je crois, été menés avec le CERD. Alors, en guise d'introduction, est-ce que tu peux nous rappeler un petit historique et surtout nous préciser ce qu'on entend par mise en récit à la Fabrique des Transitions. C'est pas juste se raconter des histoires. On parle de 5 dimensions, mais je te laisse nous en dire plus. Oui, c'est ça. Ça marchait ? Ok. Oui, en fait, effectivement, la mise en récit, c'est un élément central dans l'ensemble de nos travaux là, à la Fabrique, avec, en termes d'historique, un agencement des idées en fait sur ce sujet-là, de l'approche narrative, de la mise en récit qui nous vient de Los Angeles, après un long processus, beaucoup d'actions qui a abouti à un moment donné à ce qu'on ait un chargé de récit dans cette collectivité, voilà. Et c'est à partir de ce moment-là que les idées se sont agencées en fait au carrefour de plusieurs choses. Les enseignements autour des questions de coopération, avec les fonctionnalités de la coopération, les approches narratives en tant que telles qui nous viennent tout droit d'Australie et de Nouvelle-Zélande, et puis surtout les expériences de terrain qui ont été décryptées, décortiquées au fil du temps. Voilà, donc progressivement, les choses se sont agrégées avec des publications, aujourd'hui une communauté apprenante nationale que l'on anime avec la Fabrique, une thèse dont on parlait avec Nicolas, et puis des parcours d'accompagnement qui étaient évoqués tout à l'heure, qui sont documentés notamment par Territoire Audacieux. Voilà, donc tout ça chemine pour arriver maintenant à se dire, dans le fond, tout ça, c'est l'enjeu, c'est quoi ? C'est la transformation. Moi, je parle moins en moins des notions de transition, plutôt transformation profonde, individuelle, collective. Et puis, cet enjeu de mise en mouvement. C'est ça qu'on recherche à travers la mise en récit, c'est la mise en mouvement, soi-même, dans les organisations, dans les territoires et au-delà. Alors, le contexte, c'est que, vous savez, on a des récits dominants qui nous traversent, et ces récits nous empêchent. Par exemple, l'effondrement, c'est potentiellement un récit qui nous empêche. Et donc, c'est face à cela, en fait, que l'on s'organise sur cette idée de mise en récit. Alors souvent, effectivement, on le réduit à la notion de storytelling, ou pire encore, à l'enjeu simple de la communication. Et donc, ce qui est porté avec la Fabrique des Transitions, c'est de dire la mise en récit, elle est multiple, elle est profonde, et c'est une pratique de conduite du changement. Voilà. Et on n'est pas sur quelque chose qui est en surface, on est sur quelque chose qui est construit et qui est multiple. Voilà. Et donc pour soutenir ça, on a identifié 5 dimensions qui sont expérimentales et qu'on documente au fil du temps.
qui est d'abord la question de la trajectoire, voilà, revenir sur la trajectoire, la question de l'implication citoyenne, l'implication des salariés par les récits contradictoires, la communication sincère, le management de la coopération, donc ça c'est un élément absolument fondamental, et puis la question de l'évaluation, et notamment l'évaluation de la valeur, des valeurs qui sont créées. Voilà, donc la question qui nous occupe là, c'est comment est-ce qu'on s'en sort avec tout ça. Ok, merci. Alors Benoît Thévard, vous travaillez à peut-être la structure Noreva ou Artefact, vous allez nous dire. Moi j'ai noté que Noreva souhaite changer le monde avant qu'il ne nous change. C'est un beau programme. Vous avez expérimenté et mis en pratique les fameuses dimensions de la mise en récit dans des contextes assez particuliers, en particulier dans des quartiers populaires d'une au moins ville française et de villes d'autres pays d'Europe. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet et nous expliquer qui et quoi ça a mis en mouvement ? Oui, alors merci. Merci beaucoup à l'association Promotion de la Fabrique de m'avoir permis de m'exprimer sur ce projet. Je remercie aussi ma collègue Anna Goral, sans qui ce projet n'aurait jamais eu lieu, parce que c'est un projet européen. Ça résonne aussi avec ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur les échelles qui sont importantes. En gros, la coopérative Artefact dont je fais partie est implantée dans un quartier populaire qui s'appelle le Sanitas à Tours, qui est un très gros quartier de près de 9000 habitants. Et effectivement, on s'est interrogé sur la manière dont on pouvait aborder cette question de la transition écologique ou de la transformation écologique dans les quartiers populaires en utilisant la mise en récit. Et donc, on s'est approprié les fameuses 5 dimensions. Julien Perdrija et Nicolas Barren sont venus justement animer tout un atelier avec l'ensemble des partenaires européens, puisque donc du coup on avait 3 territoires, donc Tours en France, il y avait Reggio Emilia en Italie et la région de Murcie en Espagne. Et puis l'Institut Polytechnique de Porto, qui était un petit peu la caution universitaire de ce projet Erasmus+. Et donc l'objectif, c'était d'aboutir à la fin à un guide qui est disponible avec l'ensemble des ressources sur le stand de l'autre côté, voilà, de la mise en récit pour favoriser la transition écologique dans les quartiers prioritaires. Donc l'objectif, c'était un peu un travail sociologique d'analyse de c'est quoi la transition dans les quartiers populaires, au-delà de l'image qu'on peut en avoir quand on est professionnel du sujet. Concrètement, ça se traduit comment dans les quartiers ? Est-ce que d'ailleurs ça veut dire quelque chose ? Ça a été la première question. Et ensuite, on s'est plongé concrètement dans les cinq dimensions pour voir comment on pouvait traduire ça, à quoi ça correspondait pour le quotidien, pour les acteurs, les centres sociaux, les régies de quartier, les associations locales, les bailleurs sociaux, et donc comment tout cela pouvait s'articuler et comment tout ça pouvait être porteur de changement. Donc voilà en gros la manière dont ça s'est organisé. Et alors quels résultats, quels étonnements, quels enseignements vous en avez tiré ? Est-ce que vous pouvez nous partager quelques éléments concrets de ce qui s'est passé dans ce travail ? Oui, alors en fait on s'est un peu plongé dans une aventure sans trop savoir où on allait, parce que déjà concrètement se lancer dans la mise en récit, c'est déjà en soi expérimental, mais donc du coup dans un quartier qu'on connaît pas forcément, avec des acteurs qu'on connaît pas forcément, ça a été une aventure un peu partir dans l'inconnu, et donc on a tiré quand même des enseignements assez intéressants, pour reprendre une expression de je ne sais plus qui, puisque c'est urgent, il faut prendre le temps, et en fait ce qui a été extrêmement intéressant, c'est que l'ensemble des acteurs, donc je le redis, il y avait le bailleur social, il y avait quelqu'un de la mairie, il y avait le centre social du quartier, il y avait plusieurs associations, notamment sur les politiques de la ville. Donc on était, on va dire, une dizaine, et donc tous ces gens-là ont accepté de jouer le jeu et de prendre le temps, de se dire, ok, on a 1000 trucs à faire, mais tous les mois, on va prendre une demi-journée et on va sortir la tête du guidon pour se dire, ok, ça veut dire quoi, la transition écologique, pour nous, dans ce quartier ?
Donc la trajectoire. Et puis ça veut dire quoi? La coopération. Manager la coopération, c'est quoi la définition de ce truc? Comment on a coopéré jusqu'à présent? Qu'est-ce qu'il faut faire de nouveau? En quoi la coopération, selon la mise en récit, c'est différent de la coopération qu'on avait l'habitude de faire? Et donc prendre le temps, ça a été quelque chose d'absolument essentiel. Autre enseignement extrêmement intéressant, c'est cette question de la définition de la transition écologique qui, pour nous, a été l'élément... je dirais, un peu crucial, parce que dans les faits, et c'est ce que je dis souvent, hein, voilà, je pense que si on posait la question à tout le monde dans la salle, individuellement, il n'y aurait que des définitions différentes de ce qu'est la transition écologique, de c'est quoi le problème avec le monde dans lequel on vit, et c'est quoi le monde de demain dans lequel on a envie de vivre. En fait, il n'y a que des histoires singulières dans tout ça. Et donc, quand on travaille dans un même quartier, qu'est-ce que ça veut dire la transition? Où est-ce qu'on a envie d'aller ensemble? Ça a frotté, mais on a pris le temps de le faire et on a réussi à trouver cette définition commune que vous retrouvez d'ailleurs dans le guide avec la représentation d'une trajectoire en disant voilà à quoi pourrait ressembler le Sanitas en 2040 et voilà l'objectif qu'on a à atteindre. Et ça a été fondamental parce que tout le reste a été simplifié par le fait qu'on a accepté d'aller faire frotter ces fameuses définitions de la transition écologique. Donc voilà, et puis enfin peut-être, si j'ai encore juste 30 secondes, mais... l'élément important pour moi qui travaille la transition écologique depuis plus de 10 ans, ça a été un enseignement d'humilité, de me dire, voilà, quand on est, même si je suis ingénieur et que je fais des conférences un peu partout sur les questions de transition, quand on arrive dans les quartiers populaires avec l'impression de tout savoir sur ce qu'est la transition, etc., en fait, juste on se tait, on écoute, et puis voilà, on dit, ok, comment on vit tout ça, c'est quoi, comment ça se passe dans un quartier où on parle plus de 100 langues différentes et où en fait il y a des cultures extrêmement variées, etc. Toute cette richesse, parler de transition écologique en fait dans ce contexte-là, ça veut tout dire et rien dire. Et donc cette posture d'humilité aussi, pour nous, ça a été un grand enseignement. Donc voilà, on est arrivé en animation, en facilitation et absolument pas dans une posture d'expertise. Et je pense que c'est aussi ça qui est intéressant dans la dynamique de la fabrique, c'est ok, on vient essayer de travailler ensemble et pas apporter des solutions toutes faites et clé en main, quoi. Merci. Julie Pierdieu, vous êtes responsable de la mission transition écologique de la ville de Lyon. Donc on passe du quartier à une grande ville. Et vous vous appuyez sur la mise en récit pour soutenir vos projets de transition. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer et nous dire en quoi ça a mis en mouvement vos partenaires et puis peut-être vos services? Alors, bonjour à tous. Effectivement, on s'est emparé de cet objet mis en récit grâce à la fabrique. D'ailleurs, Benoît... a contribué aussi puisqu'il est intervenu avec la fabrique et ses alliés pour accompagner la ville. Alors peut-être un petit point de mise en contexte avant de répondre à la question. Moi j'ai rejoint la ville il y a presque 2 ans et effectivement je fais partie d'une mission. Il y a plusieurs missions thématiques au sein de la ville de Lyon. Et chacune avec un objet très précis. Donc moi, c'est la transition écologique. On est une petite équipe de 7 personnes rattachées à la direction générale. Et on a par essence vocation à porter les questions de transition écologique au sein de la collectivité, donc par essence à accompagner une forme de conduite du changement. Et avec le nouvel exécutif, il y a eu cette volonté de faire de la transition écologique un pilier du mandat, et c'est avec cet objectif qu'il y a eu un partenariat qui a été créé avec la Fabrique des Transitions. Et la Fabrique des Transitions nous a parlé de la mise en récit. Cette mise en récit, alors ça a été dit lors de la première table ronde, on l'a pas pris comme un objet. En se disant c'est quoi les objectifs, c'est quoi le calendrier. En fait, la mise en récit, elle émerge un peu de partout. En interne, par les acteurs du territoire. Et l'enjeu aujourd'hui, effectivement, c'est au-delà du concept, de le mettre en mouvement, de rentrer dans le concret, dans le dur, comme ça a été dit. Donc, pour répondre à votre question, c'est assez dur en 5 minutes, c'est assez foisonnant, mais la ville s'est fixée comme cap la neutralité climatique en 2030.
un objectif hyper ambitieux, soyons clairs, communication sincère. On n'y arrivera pas. En revanche, c'est un cap. C'est un cap, c'est une volonté politique extrêmement forte. On y va avec le cœur et on a répondu à un appel à projet européen et on a été retenu dans un réseau de 100 villes prêtes à essayer d'atteindre cette neutralité climatique en 2030, alors que je vous rappelle, l'objectif c'est 2050 pour les villes d'Europe. Comment on fait ça? Sachant que la ville, la mairie, émet en gros 5% des émissions de gaz à effet de serre du territoire. Nos politiques publiques avec la métropole, je vous rappelle que ville-métropole, c'est bien séparé à Lyon et on n'a pas de service en commun. Politique ville-métropole, on influe sur 20 à 30% des émissions de gaz à effet de serre du territoire. Donc la neutralité climatique, on ne l'atteindra pas sans mobiliser. Donc on a lancé une démarche qui s'appelle la démarche Lyon 2030, je passe très vite, mais qui a consisté à mobiliser une soixantaine d'acteurs volontaires du territoire, des entreprises, des acteurs associatifs, des acteurs institutionnels, je salue le CEREMA, l'ADEME, qui en font partie, autour de... c'est quoi les priorités? Comment on avance? Quelle est la feuille de route? Quelle est la trajectoire? Comment on change les modes organisationnels? Donc, on retrouve pas mal de choses sur la mise en récit. Ils se sont, sur une période qui est très récente, ça s'est passé entre mars et cet été, pendant 5 jours, ils ont travaillé, c'est quoi la priorité? Ils ont choisi la sobriété, et ils ont produit ce qu'on a appelé un pacte Climat Lyon 2030, une feuille de route avec 16 engagements qu'ils ont pris donc pour eux, mais aussi des pistes d'action pour les pouvoirs publics, villes, métropoles, régions, etc. Et dans les 16 engagements, il y en a un, c'est comment on change d'imaginaire. Ils veulent travailler sur la question des imaginaires, la mise en récit autour de la sobriété. Comment on change le récit dominant qu'on voit dans les pubs, les films, sur ce modèle de consommation du SUV, etc. Comment on imagine une sobriété heureuse. Et c'est pas moi qui le dis, c'est ces acteurs-là, Enedis, GRDF, Holopéra, les Hospices Civils de Lyon. Et donc on va travailler avec la Fabrique à partir de janvier prochain sur ces questions de mise en récit concrète. Bon, je fais vraiment rapide parce que je pourrais dire... il faut être rapide, mais on aura le temps de débattre ensuite avec des questions. Mais attends, j'ai encore une petite question pour vous quand même. Vous avez parlé d'une convention citoyenne des agents. Oui. De quoi il retourne? Oui, alors il y a aussi, donc ça c'est un peu le volet externe. En interne, on bouscule aussi un peu les codes, les manières de faire, et je citerai 2 exemples. Pas plus tard qu'il y a 10 jours, donc il y a eu la gestation a été longue. Je pense que j'ai calculé, Julien, je pense que ça a pris 9 mois. Mais au bout de 9 mois, on a enfin réussi à mettre autour de la table le cabinet du maire, des élus, la direction générale, les missions. Je vous disais qu'il y a plusieurs missions. Mission de ville des enfants, mission de démocratie ouverte, mission évaluation et prospective, ensemble pour enfin commencer à... Quelle est cette mise en récit interne, cette mise en mouvement au sein de la collectivité sur les transition écologique en priorité, mais les autres transitions. Voilà, donc ça commence. Enfin, on met en mouvement pour parler justement, de mise en récit interne. Et une autre chose, c'est que, au-delà de finalement, quelque chose qui a pris du temps, mais qui est porté quelque part par le cabinet du maire, la direction générale, il nous est arrivé quelque chose par les agents qui ont exprimé l'envie d'avoir une convention citoyenne des agents pour le climat. Un peu à l'image de la convention citoyenne de notre cher président, mais qui se termine mieux. Et donc, il y a 70 agents qui ont été tirés au sort au sein de la collectivité, donc, qui ont accepté de se prêter au jeu de cette expérimentation qui va durer 1 an et qui a pour objectif, au-delà d'une sensibilisation de ces agents qui ont des profils très différents. Ce que je racontais, c'est qu'on a à la fois l'inspectrice générale de la ville qui a été tirée au sort, mais un régisseur de théâtre et un gardien d'équipements sportifs. Donc, sensibilisation de tous ces agents-là et au bout
donc dans un an, en septembre prochain, la remise au maire et à la direction générale d'un rapport de recommandation qui à la fois répondra à une question posée par l'exécutif et la direction générale, et aussi qui pourra s'auto-saisir et faire des propositions. Merci beaucoup. Je suis sûre qu'il y aura plein de questions dans le Mentimeter. Mais on va continuer notre tour de table. Donc Valérie Martin, vous êtes chef de service mobilisation citoyenne et médias à l'ADEME, Agence de la transition écologique. Alors l'ADEME s'est emparée depuis quelque temps de ces questions de mise en récit. On a vu la mise en récit des scénarios, des 4 scénarios de transition, la mise en récit dans le cadre d'une communication responsable. Vous avez publié des récits et des actes, et je crois qu'il y a quelques publications en projet. Je vous laisse en parler si vous le souhaitez. Alors, quelle plus-value une agence d'État telle que l'ADEME voit dans la mise en récit, et comment et pourquoi vous vous êtes emparé de cet objet? C'est comme ça qu'on le qualifie ici. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation, et ça me touche beaucoup parce que c'est vrai que c'est un sujet qui, dans une agence d'expertise, peut-être, c'est pas un sujet où on se dit immédiatement ils vont travailler aussi sur ces questions de la mise en récit, sur les questions des imaginaires. Et en fait, dans le cadre des travaux qui m'ont été confiés en matière de pilotage de la stratégie grand public et jeunes, qu'on a fait en intelligence collective, à la fois avec des personnes internes à l'ADEME, mais aussi en interrogeant de nombreux partenaires, eh bien, on a un volet entièrement dédié à cette question des récits et des imaginaires qui a émergé. Et à partir de là, notamment, on a travaillé avec Jules Collet, qui est dans la salle et qui connaît bien ces sujets, puisqu'il a écrit notamment un mémoire qu'on a publié. On a décidé d'aller creuser un peu plus ces questions-là en essayant de formaliser un peu notre engagement et la façon dont tout ça se structure. Et c'est vrai qu'on a une première action qui est autour de comprendre. Et c'est vrai que l'objet phare, ce sont les scénarios de transition 2050. D'ailleurs, je pense que d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine, il y a un certain nombre de suites de travaux et de feuilletons qui devraient être mis en ligne sur le site qui est dédié. C'est quelque chose d'important, et on a voulu sortir aussi de scénarios où on s'exprimait par des experts pour des experts. Et dans la stratégie grand public et jeunes, qu'est-ce qu'on dit? On dit il faut être davantage à l'écoute, il faut sortir également de sa posture de sachant et d'expert, il faut pouvoir aller être expérimenté, être audacieux, et c'est comme ça que l'on pourra engager un profond mouvement de transformation. Parce que si on ne se change pas de l'intérieur, comment voulez-vous faire également pour accompagner l'accélération de la mobilisation de la société? Et c'est quand même ça qui est notre rôle. Donc c'est vrai que par rapport au scénario, on avait décidé qu'au-delà, bien évidemment, des rapports complets, des feuilletons, etc., il y avait une mise en récit particulière avec des podcasts, avec la mise en récit fictionnelle dans le cadre d'un magazine grand public, So Good, voilà, par exemple, mais aussi avec des ateliers d'écriture, et j'aimerais y passer un petit peu de temps sur ce sujet-là, parce que les ateliers d'écriture collective, c'est quelque chose d'extrêmement riche. On voit que pour changer nos imaginaires, nos imaginaires dominants aujourd'hui, vous l'avez tous dit, fondés sur en gros le consumérisme, le productivisme, l'illimitisme et le technosolutionnisme à minima. Comment est-ce qu'on fait pour faire émerger justement le contre-récit avec, nous on dit plutôt les sobriétés désirables, parce qu'il n'y a pas une sobriété unique, mais il y a autant de sobriété qu'il y a de territoires, de besoins, et donc il y a besoin aussi de s'adapter à tout ça. Et donc on pense que de fait de passer par des ateliers d'écriture collective, ça permet aussi de, comme dirait Alain Damasio ou le collectif Zanzibar, de désincarcérer le futur. Et on a besoin de désincarcérer le futur. C'est extrêmement complexe d'aller se projeter dans ce contre-récit quand aujourd'hui tout nous tire vers le bas. Quand aujourd'hui, on passe son temps à être confronté essentiellement à des dystopies ou à des choses extrêmement pessimistes, noires, difficiles, du catastrophisme. Et donc, comment est-ce que l'on fait pour pouvoir
pousser les portes et inventer non pas un récit, mais des récits qui nous correspondent. Et j'aimais bien ce que vous avez raconté tous les deux, mais on a besoin aussi de travailler là-dessus. Donc voilà. Une autre action que l'on met au-delà de ça, c'est tout ce qui va concerner la formation. Comment est-ce que l'on fait pour mettre en place, pas nous-mêmes, mais pour accompagner la mise en place de parcours autour de ces nouveaux récits. Ça va signifier aussi d'accompagner un certain nombre de parcours ou de MOOC des imaginaires qui vont, par exemple, il y a un MOOC qui est en préparation par Imagine 2050 et qui va sortir quelque part en 2024, et je trouve que c'est aussi ça qui est intéressant pour démocratiser. Je crois que j'ai vu tout à l'heure une question autour, mais nouveaux récits, nouveaux imaginaires, tout ça c'est peut-être un petit peu flou, etc. Mais comment est-ce qu'on fait pour nous accompagner? Et puis il y a aussi la question de se projeter, de pouvoir se dire que les acteurs du monde, alors de la communication, parce que les acteurs du monde de la communication, les publicitaires, les marketeurs, les acteurs du monde de la culture, bien évidemment, nous tous, on joue un rôle, mais eux en particulier jouent un rôle énorme dans les représentations sociales qui sont projetées dans nos sociétés. Et il faut absolument que ces métiers, que ces représentants changent leur vision. Et donc on a besoin là aussi de les accompagner, et on travaille notamment avec la Fabrique des récits, ou alors en accompagnant également la fresque des nouveaux récits. Mais et ça je reprends aussi des mots de Jules Collet, c'est pas le tout de déployer un certain nombre d'imaginaires, j'allais dire, culturels, parce que la transition écologique, c'est une transition culturelle, vous l'avez aussi très bien montré. Il faut aussi concrétiser les choses, et donc il faut avoir des imaginaires concrets, ancrés, qui peuvent, et justement, et c'est la raison pour laquelle nous soutenons les travaux de la Fabrique de la transition. C'est extrêmement important pour nous, parce que si on ne concrétise pas les choses, on restera toujours à un niveau où notamment les citoyens penseront que tout ça, ce sont des belles paroles, des beaux récits, si je puis dire, mais qu'en fait, ça ne va rien changer pour eux. Et que ça continuera à faire que la transition écologique sera un sujet qui sera très éthéré, alors qu'en réalité, quand on parle de transition écologique, on parle de transformation profonde de l'ensemble des acteurs de la société, et ça parle également de réinvention d'un récit commun. Et pour ça, il faut absolument qu'on se soit concret. Donc voilà, on a 4 axes de travail, et je trouve que par rapport à ce qu'a dit Emmanuel tout à l'heure, mais vous l'avez dit ensuite Benoît, il y a la question du temps. Je ferai la différence entre storytelling et comment ça s'appelle, et mise en récit. Moi, au départ, mon service, il s'appelait Service de la communication et de l'information. Ça, c'était il y a 30 ans, voilà. Et puis il y a 15 ans, quand j'ai pris la direction de ce service. Et puis rapidement, je me suis dit, mais c'est pas ça, moi, que je fais. Et donc le titre de mon service a changé, le titre de notre direction aussi. Et elle s'appelle Service, bon, en l'occurrence, mon service s'appelle le Service de la mobilisation citoyenne. C'est pas neutre. Et je pense que ça aussi, comme chaque mot a un sens, ça veut dire que notre posture aussi, elle change. Et c'est comme ça qu'on peut mieux apporter notre aide. Et ça veut dire que par rapport à un service communication, on est très souvent dans l'urgence. Pour ceux d'entre vous qui font de la communication, vous voyez aisément de quoi je parle. Avec la notion de mobilisation, on a cette notion du temps long qui permet d'avoir une posture là aussi de sincérité, de transparence, d'humilité, de co-apprentissage, de coopération. Et je pense que c'est indispensable pour pouvoir montrer qu'il n'y en a pas un qui sait tout et qui va dire, voilà, il y a une méthodologie, il suffit de caser les cases, mais qu'on est là pour faire récit commun, faire société ensemble et définir ensemble quelle est la société, quel est le monde dans lequel on veut vivre. Merci beaucoup. Pour finir, vous avez fait récemment une communication sur la sobriété qui a, on va dire, heurté les récits dominants. De quoi est-ce que c'est révélateur? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire en 2 mots? Parce que je crois que Julien nous fait signe que c'est l'heure. C'est bien. Moi, je suis dos à lui. En fait, cette campagne de mobilisation citoyenne, c'est une campagne de publicité. Mais ce n'est pas une campagne sur la publicité commerciale. En fin de compte, c'est une campagne qui nous invite à nous poser les bonnes questions avant d'acheter. Et elle met en scène un dévendeur qui, en fin de compte, qui n'est rien d'autre que notre conscience, qui nous rappelle que nous ne sommes pas que des consommateurs, mais que nous sommes avant tout des citoyens.
et que nous avons notre libre arbitre, plutôt que de nous laisser embarquer par tout ce qui va être promotion, en veux-tu, en voilà, et qui va nous permettre, qui va faire aussi que l'on va être promu majoritairement par des désirs, mais des désirs qui sont dans les 3/4 des cas largement éphémères, et qu'en fin de compte, cette campagne nous invite à nous interroger sur nos besoins réels. Elle n'est pas stigmatisante, elle n'est pas culpabilisante. Il ne s'agit pas non plus de pointer du doigt telle ou telle profession, mais il s'agit de dire, et si je reprenais moi aussi la main sur ma consommation, parce qu'en reprenant la main sur ma consommation, je reprends aussi la main sur ma vie, sur les choses qui sont aussi importantes et essentielles pour moi. Ça ne veut pas dire non plus que par rapport à certaines populations, on ne dise pas il faut avant tout que les besoins essentiels soient satisfaits, bien évidemment. Et voilà, et ça a créé une polémique importante parce que, en fin de compte, ce que ça pose comme question, c'est entre croissance économique et transition écologique, quelle articulation réelle nous pouvons trouver pour, pour essayer de progresser ensemble, de construire cette nouvelle société, et on a besoin pour cela de débat, parce que si on ne débat pas, nous n'arriverons pas à construire le fameux monde de demain. Merci. Alors Emmanuel, en guise de conclusion, mais surtout pour ouvrir le débat, qu'est-ce que dans tout ce qu'on vient d'entendre, qu'est-ce qui confirme les intuitions de la fabrique, qu'est-ce qui les interroge et qu'est-ce qu'il va falloir creuser ensemble ? D'abord, vous dire que ça fait du bien d'entendre des histoires scintillantes. On a entendu Julie nous dire en 9 mois on a réussi ça, réunir les gens. Benoît qui travaille sur les quartiers prioritaires, quand même, ce sont des lieux où il y a une certaine âpreté. Donc ça veut dire que y a des choses qui fonctionnent. Donc ça fait du bien, et c'est en cela que moi je dis que c'est un devoir en fait pour chacun d'entre nous, enfin, en tout cas ceux qui mènent des projets de transition, de s'attacher à la question de la mise en récit. Il y a peu, j'ai entendu le podcast de Territoire Audacieux qui relatait l'histoire de Mouansartou sur les cantines 100% bio. Moi, ça m'a fait du bien d'entendre ça, en fait. Et des fois, on perd un peu de jus, etc. D'entendre ça, ça redonne, ça redonne de la motivation et ça donne de l'argumentaire. Et donc, moi, je dis partout qu'à Mouansartou, un gamin qui a 10 ans, ça fait 10 ans qu'il mange bio. Je sais que c'est pas simple, il y a des complexités, etc. Mais c'est pas exotique, c'est en France, et donc c'est possible partout en fonction de son contexte. Et donc moi, dans mon métier, ça me conforte dans mon argumentaire, dans ma capacité de convaincre, etc. Donc ça veut dire que partout, on doit faire ça, en fait, pour collecter tout ça, et peut-être que la somme de tout pourrait construire un grand récit positif. Deuxième élément que je retiens, c'est cette question de l'aventure que tu citais, Benoît. Oui, en fait, si vous recherchez une vie professionnelle trépidante, il faut partir dans la mise en récit parce que ça ouvre énormément d'horizons et de compréhension de ce qui nous entoure. Deuxième élément que je retrouvais dans les discours, c'est la question des histoires dominantes. On en parlait tout à l'heure, donc on les connaît, les histoires de société qui nous empêchent et qui nous dominent. Mais on a aussi des histoires dominantes qui se nichent partout, dans les territoires. On est un territoire rural, on est oublié, on est écrasé par la ville. Dans les organisations, on est en silo. Chez nous, c'est pas possible d'eux. D'ailleurs, il y a des méthodes pour débusquer ces histoires-là. Quand il y a des phrases qui commencent par « on a toujours fait comme ça »,« on peut pas faire ça »,« on n'a pas réussi à », etc. Il y a toujours des histoires dominantes derrière. Et puis des histoires aussi individuelles, chacun d'entre nous. On a nos propres histoires dominantes qui nous empêchent. Et donc c'est en cela où il faut réussir à prendre. Et donc là tu parlais, on a pris le temps. Ça veut dire qu'à un moment donné on s'est dit qu'on n'avait jamais le temps en fait. Voilà. Et donc peut-être qu'il y a eu une prise de distance par rapport à ça. Connaître ces histoires-là, c'est intéressant pour les déconstruire ensemble et réussir à prendre de la distance par rapport à ça et faire émerger d'autres histoires. Et donc dans cet écosystème des quartiers prioritaires, on n'avait pas le temps, mais on a trouvé le temps de le faire. Et donc on a déconstruit cette histoire dominante pour entrer dans quelque chose d'alternatif.
Troisième remarque sur la question des supports dont tu parlais côté ADEME, c'est la multiplication des supports. Et donc ça rejoint cette idée que dans la mise en récit, on milite sur la démultiplication des formats, en fait, pour toucher une multitude de cerveaux, avoir des tas d'occasions de dialoguer. Donc c'est des spectacles, des écrits, des bandes dessinées, enfin tout ce qu'on veut. Mais ce qui est important, c'est ce que tu soulignais, c'est la méthode, en fait, le chemin qu'on prend pour ça. Et notamment les débats, les échanges que ça génère, parce que c'est dans ces échanges-là et dans ces débats que l'on se transforme progressivement. Et puis j'avais un quatrième élément qui concernait la question des postures, parce que dernier élément, la question des postures que vous avez citées, donc en parlant d'humilité, etc. Et ça rejoint pour moi la question des identités. On a des identités qui sont abîmées au travail, par exemple. Et l'idée des postures, c'est pour moi de se dire on rentre dans des identités préférées qui permettent de. Et donc de consolider ça, en fait. Et donc ça rejoint toute l'idée d'avoir des espaces réflexifs, de revenir sur le travail que l'on mène ensemble, de faire l'effort de réunir ses partenaires un peu en dehors du projet, mais pour revenir sur la manière dont on a travaillé, aussi pour cultiver les histoires préférées, les identités préférées, pardon. Et notamment parce que parfois c'est difficile, par exemple pour des élus finalement, d'endosser un costume de pilote de projet alimentaire, par exemple sur un territoire, etc. Donc voilà quelques éléments que j'ai notés moi de la discussion. Merci. J'imagine qu'il y a... Oui, vous avez le droit d'applaudir, Emmanuel. J'imagine qu'il y a beaucoup de questions. Je sais aussi qu'il y a beaucoup d'alliés dans la salle qui ont d'autres expériences de mise en récit. Alors c'est le moment de poser vos questions ou de témoigner d'autres choses qui complètent ou qui infirment ce qui vient d'être dit. Merci à toutes et tous. C'est vrai qu'avant de prendre vos questions, peut-être on n'a pas évoqué dans la fabrique des imaginaires la question aussi du rôle des médias, que ce soit au niveau national ou localement. Donc je propose à Baptiste de te présenter, de nous raconter ce que tu fais. Merci Anne-Louise. Donc Baptiste Gapen, journaliste et fondateur du média Territoire Audacieux, et merci de l'avoir bien mis en avant depuis ce matin. Et on travaille avec la fabrique depuis le début, et le projet dont je vais vous parler, c'est vraiment quelque chose de presque 100% fabrique. Puisqu'il est né l'année dernière lors de l'AG, lors d'une discussion avec Kamel Dambry, qui est ici dans la salle et qui dirige un PTCE à Bergerac, et qui voulait travailler justement autour de la mise en récit. Et ensuite, on a mobilisé des acteurs qui sont tous dans la salle aujourd'hui pour réussir à mener ce projet-là et cette expérimentation. Donc c'est très riche, et dont Yann a pris la parole aussi ce matin avec le Rameau. Donc on mène sur le territoire du Grand Bergeracois une expérience qui s'appelle le Grand Bergeracois Audacieux, où on a monté un média qui est une expérimentation, et où on a décidé de regarder comment un média positif qui utilise les codes du journalisme de solution que nous on utilise dans notre quotidien chez Territoire Audacieux peut permettre de favoriser les coopérations et de travailler autour de la mise en récit du territoire. Donc comment ça se matérialise? On a créé des contenus, on les met sur une plateforme web, on a utilisé les réseaux sociaux pour mobiliser d'abord les acteurs autour du PTCE, et maintenant on est en train progressivement de sortir, d'essayer de travailler avec les journaux locaux pour leur donner ces contenus-là, travailler avec les collectivités pour qu'elles puissent se saisir aussi gratuitement de ces contenus que nous on crée dans leurs différents réseaux sociaux, sites internet et médias. Et on essaye de voir comment, en fait, une fois qu'on a créé, nous, des contenus, on en crée 2 par semaine, et c'est Valentin qui est devant, qui s'en occupe chaque semaine à Bergerac, comment, à partir des articles, les acteurs du territoire peuvent réussir à utiliser ces articles pour discuter entre eux. Alors on a un comité de pilotage dont fait partie notamment Julien, et animé par la fabrique et le Rameau, où on a réussi en quelques mois, puisqu'on a commencé cette expérimentation en mai, à réunir dans le comité de pilotage la mairie, le département, la région et différents acteurs économiques comme Conseil de développement par exemple, qui viennent en fait se dire mais tiens, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de tous ces contenus-là, qu'est-ce que ça crée chez nous comme discussion. Et c'est là où on a une première victoire finalement en quelques mois, c'est qu'on voit bien qu'on a réussi à créer un dialogue et un espace, tout à l'heure Emmanuel disait un espace réflexif, mais c'est ça, finalement à partir de nos articles et juste de l'expérimentation, on a des acteurs qui se parlent.
on a pour l'instant un échec, c'est qu'on n'arrive pas à avoir l'interco. Parce que, voilà, pour des enjeux d'acteurs, ils souhaitent pas, même quand on veut aller faire un reportage chez eux, ils répondent pas à nos demandes. Mais c'est parce que des enjeux, justement, d'acteurs locaux viennent se poser par-dessus ça. Mais on a commencé à lancer cette dynamique-là. Elle est intéressante, elle nous pose, nous, cette question de quel rôle on joue média dans la mise en récit. Comment on transforme aussi notre manière de faire et nos liens avec les acteurs, parce que finalement c'est ce que nous dans notre positionnement ça vient réfléchir. On n'est pas juste à répondre à des communiqués de presse, on n'est pas juste à se dire tiens comment on met en valeur quelque chose sur le territoire, mais tiens comment on co-construit aussi avec eux parfois nos reportages, comment on accepte parfois d'envoyer notre reportage une fois qu'il a été fait pour en discuter, et derrière comment on valorise les différents contenus nous sur notre plateforme, et ça va être le gros enjeu si on réussit à prolonger cette expérimentation dans l'année qui est à venir là entre janvier et décembre 2024, ça va être de voir qu'est-ce qu'on fait de tous ces articles et comment ils peuvent en plus venir créer ce débat-là, favoriser les coopérations, et je pense que Kamel pourra en parler peut-être aussi, se dire mais tiens, sur un territoire, parfois il y a beaucoup d'acteurs qui font des choses mais qui ne le savent pas, et on le voit, le Grand Bergeracois c'est un petit territoire et pourtant la plupart du temps quand on va voir des acteurs ils se connaissent pas entre eux, donc on a aussi créé une boucle WhatsApp où on réunit tous les acteurs qu'on interviewe et qu'on interroge pour qu'ils puissent en fait connaître ce que font les autres et parfois rejoindre le PTCE ou juste être au courant et pouvoir finalement créer ces liens-là. Merci. Une autre question en haut, à droite? Oui, bonjour, Marika Frenette, donc je suis dirigeante fondatrice de Wigwam qui accompagne les territoires avec une approche un peu différente, mais je découvre aujourd'hui, donc c'est super intéressant. Je me pose une question, si dans l'utilisation de la mise en récit, est-ce que les autres êtres vivants sont mis en récit aussi et comment ? Quand on parle de mise en récit, on parle des imaginaires et donc on élargit complètement le champ de réflexion. Juste vous citer un exemple, la question de l'émotion est importante et donc c'est ce qu'on fait une expérimentation là en ce moment dans le Pas-de-Calais sur la question de l'adaptation au changement climatique et partir des émotions pour engager la motivation, l'engagement de chacun, etc. Et en fait, on a un dispositif artistique qui se déploie sur le territoire avec des podcasteurs, avec des photographes, avec des résidences d'artistes, etc. pour discuter de la question de l'adaptation et de cheminer tranquillement vers un certain nombre de décisions sur le territoire. Et en fait, ce dispositif artistique met en scène 2 gouttes d'eau, voilà. Et donc c'est à partir des gouttes d'eau, donc c'est un être pas forcément vivant tel qu'on l'entend, mais c'est à partir de cet imaginaire-là qu'on fait travailler en fait les acteurs du territoire pour arriver aux questions stratégiques et au plan d'action derrière. Donc on a une méthode un tout petit peu décalée qui offre quand même pas mal de perspectives. Alors peut-être, c'est pas clair, même si vous avez en partie répondu, je pensais plutôt de manière très pragmatique sur un territoire où des animaux, des insectes, des plantes, si on n'était pas là, ce serait comme à Tchernobyl, ils reprendraient la place en fait. Donc comment on peut leur faire... C'est évidemment parler à leur place, je ne sais pas, il faut travailler avec des phytosociologues, des personnes qui connaissent, des experts qui connaissent bien en fait de quoi une plante a besoin pour faire partie de ce récit, de quoi les animaux ont besoin. Rapidement, juste pour faire de la pub, peut-être pour un des alliés qui est situé justement à Tours, qui s'appelle le Polo, Pôle des arts urbains, et qui a fait un travail très intéressant qui s'appelle le Parlement de la Loire. Comment en fait on donne une personnalité juridique à une entité naturelle qui est un fleuve et qui s'inscrit complètement là-dedans, c'est-à-dire comment des spécialistes de l'hydrologie, de la biologie viennent porter la voix d'un fleuve. Donc voilà, c'était juste pour citer cette expérience-là qui s'inscrit complètement dans, me semble-t-il, ce que vous êtes en train d'exprimer. Merci. Alors il y a quelques questions là, et j'en vois 2 qui se rejoignent. C'est comment est-ce qu'on voit que ça a marché, c'est-à-dire comment on démontre être en transformation, avec quels outils arrive-t-on à mesurer la bascule dans les changements d'imaginaire? Alors est-ce qu'à Lyon, est-ce qu'à l'ADEME, vous savez
dire comment vous percevez des transformations, des bascules, On s'empare du sujet de la mise en récit aujourd'hui. Et tout ce qui est, on n'en est pas encore au stade 5 de l'évaluation. En revanche, ce que je peux partager avec vous, c'est toute cette expérience dont je vous ai parlé avec l'Agora, de soixantaine d'acteurs aujourd'hui. La phase après le pacte, dont je vous ai parlé avec les 16 engagements, c'est qu'on est en train de construire avec eux des conventions de coopération plus précises sur des projets vraiment très concrets où eux s'engagent de leur côté à mettre en œuvre des choses à la fois au sein de leur organisation, au sein de leur activité, mais aussi au sein de leur écosystème. Donc là, il y en a quasiment, il y en a une quarantaine qui sont finalisées. Donc ça vous montre déjà en fait une forme d'engouement qu'il y a. On va élargir l'Agora au printemps et on a déjà une quarantaine de candidatures qui vont de toutes petites structures à même la SNCF, par exemple. Voilà. Donc avec nous, l'enjeu pour nous, c'est de garder la diversité des acteurs, la représentativité. Mais donc, voilà, ça ne répond pas tout à fait à la question, mais en tout cas, on voit qu'il y a en tout cas une dynamique qui se crée. Et pour reprendre des termes qui ont été dits, et pour rester dans le vocabulaire, l'enjeu de conserver des mots, il y a vraiment cette mise en mouvement du territoire qu'on cherche à faire. Et aujourd'hui, ça prend. Après, l'enjeu est de ne pas décevoir. Merci. Puis je pense que globalement, il y a un enjeu de mieux partager toutes ces expérimentations. Parce que dans la dynamique aujourd'hui qui est la nôtre, il faut aussi, je ne sais pas, vous l'avez tous dit, mais même dans la première table ronde, on ne sait pas trop où on va. Il faut se faire confiance et il faut que les autres nous fassent confiance aussi. Et donc, ensemble, on puisse bâtir quelque chose où, en fin de compte, ce n'est pas tellement déterminé ce qu'on va trouver. Et je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement fort. Le fait de pouvoir le documenter, le fait de pouvoir mieux le partager, de faire gagner en visibilité, d'utiliser des formes médiatiques différentes. Je pense à ce que vous faites dans le cadre de votre média, mais aussi à l'ensemble des outils et puis des agoras où on peut en parler. C'est extrêmement important parce que sinon, on reste trop dans un milieu de gens qui est un peu consanguin. Or, on a besoin de sortir, on a besoin de montrer que tout ça, mais il y a des avantages, il y a des limites, il y a des difficultés. Ne pas avoir peur aussi de ne pas raconter que le côté, entre guillemets, belle histoire. Voilà, de façon à ce qu'on puisse avoir confiance dans ce qui nous est raconté et de façon à ce qu'on puisse se dire je peux aussi m'en emparer, je peux aller plus loin. Et pour ça, c'est aussi pour nous le rôle de l'agence d'aller soutenir ce type d'expérimentation. Et c'est aussi notre rôle, par exemple, dans notre référentiel territoire engagé pour la transition écologique. Il va y avoir tout un volet dédié justement aux imaginaires, aux récits qui va être progressivement ajouté. Ça aussi, dans un référentiel comme celui-ci, que l'ADEME adresse aux collectivités territoriales, ça montre bien que les choses bougent, avancent. Voilà. Alors, il y a une question quand même importante, c'est est-ce que la planification n'empêche pas le pas de côté permis par la mise en récit? Alors, est-ce qu'il y a un antagonisme entre planification écologique et mise en récit, Emmanuel? Il y a un petit antagonisme dans le sens où la démarche de planification, qui moi me semble très nécessaire, se fait dans un pas de temps qui est extrêmement court. Et donc quand on dit mise en récit, on le disait tout à l'heure, il faut prendre du temps, quoi. Et donc si la mise en récit, c'est d'être attaché au dialogue territorial, à comment on se laisse traverser par les histoires, les récits pour soi-même se transformer, se comprendre, être dans une coopération profonde, etc. C'est sûr qu'il y a une forme d'antagonisme qui est là. Le deuxième élément potentiellement, mais à vérifier ça, c'est que ces démarches-là intègrent beaucoup des questions d'investissement finalement, et pas tant de questions liées au fonctionnement, à l'ingénierie, enfin toute cette ingénierie qu'on connaît nous ici, qui relève de l'art de mener les conversations, de faire de l'intelligence collective, etc., etc. Donc il y a peut-être un élément, mais en tout cas je le vois pas de façon opposée frontalement. Je l'imagine assez complémentaire, mais juste on n'est pas sur le même pas de temps quand même. Ok, merci. Non, mais on n'est peut-être pas sur le même pas de temps, mais je trouve que on a besoin de vision. Donc avec la planification, on a la vision. Et puis ensuite, avec la mise en récit, on a des moments clés, des jalons
à un moment ou à un autre, où justement ce qu'on va avoir travaillé en forme de mise en récit vont pouvoir être portés à connaissance et vont pouvoir servir aussi la planification. Et c'est vrai que c'est toute l'articulation entre un temps qui est long de construction, de co-construction, cette mise en récit, et puis avec les objectifs que l'on s'assigne de planification, qu'il faut qu'on apprenne à articuler, mais je trouve que c'est en tout cas un défi extrêmement intéressant. Et en matière d'ingénierie, il y a aussi certainement un rôle qui est à donner supplémentaire aux chargés de mise en récit. Par exemple, je pensais aux chargés de mise en récit à Nantes ou à d'autres endroits qui commencent à exister, qui commencent à émerger. Le rôle et l'articulation qu'ils peuvent avoir aussi avec le politique. Bref, il y a peut-être des choses, des nouvelles, des nouvelles relations, des nouvelles interrelations qui sont à créer. Et puis peut-être je voulais répondre sur le côté punk. Quand on a sorti cette fameuse campagne, j'ai eu le droit à un commentaire « Adem, you rock ». Alors certes, c'est pas le punk. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand une campagne portée par une institution comme celle-ci génère autant de débats, c'est peut-être pas très punk, mais en tout état de cause, ça a quand même généré énormément d'interactions qui sont toutes à écouter, toutes à prendre en compte. C'est important pour pouvoir construire un récit commun et pour que, voilà, on est à un moment qui est absolument charnière. Alors voilà, c'était peut-être pas très punk, mais quand même, je pense que ça a permis de faire fortement bouger les lits. Merci beaucoup. Donc on peut applaudir tout le monde parce que je vois que Julien se rapproche, c'est que c'est l'heure de la fin, même s'il y aurait encore largement de quoi débattre, mais on pourra le faire au cours des pauses et du déjeuner.